Messieurs, bonjour. Il est 12 h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Niang. À la une de cette édition, lendemain d'un week-end extrêmement pluvieux et retour sur les zones inondées, le ministre de l'Intérieur visite les points critiques de Dakar et de sa banlieue. Nous ferons également le point dans les régions avec nos correspondants. Nous parlerons du plan Orsec déclenché samedi soir. Le budget attendu dans les prochaines heures, on sait d'ores et déjà que 3 milliards de francs CFA sont prévus pour Dakar. Covid-19 au Sénégal, 27 cas seulement enregistrés dimanche, un cas de décès. À suivre notre focus sur la dexaméthasone, un corticoïde anti-inflammatoire qui suscite beaucoup d'espoir dans les cas les plus sévères de Covid-19. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niang, le 57e sommet de la CEDEAO au Niger. Rencontre consacrée à la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Mais le Mali sera au cœur des discussions. Présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo dépose ce matin son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Vous entendrez le leader de l'UFDG sur sa candidature et l'unité de l'opposition mise à rude épreuve. Le développement de toutes ces informations aux alentours de 12 h 20. Avec vous, Malal Diagne Junior, le menu du journal des sports que vous nous présenterez. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Compétition africaine, le député de Rufisque Seydou Diouf appuie Teungueth FC dans sa préparation pour la Ligue des champions africaine Takofal. Le Sénégalais qui marche sur les pas de Sagana Diop en NBA, le Sénégalais de Boston Celtics tient tête au tenant du titre, les Toronto Raptors en demi-finale. 2 matchs partout, on va jouer la belle. A tout à l'heure, Malal, pour le détail de toutes ces informations. Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 sera présentée par Binta Diallo. Et puis, actualité oblige, notre rubrique quotidienne Point de vue portera sur les inondations causées par les pluies des derniers jours. RFM. Ça s'écoute et ça se voit. Souleymane Niang. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire du Sénégal et leur lot de dégâts, retour sur les zones les plus touchées par les intempéries. À Dakar, le ministre de l'Intérieur effectue à l'instant une visite de terrain qui le mènera à la cité Bellevue, à la zone de captage aux Parcelles Assainies, à Guédiawaye, à Marché Thiaroye et à Rufisque, une visite qui entre dans le cadre du plan d'organisation des secours déclenchés samedi soir. Vous entendrez le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, au cours de cette édition. Dans quelques minutes, donc. En attendant, et toujours au sujet de ce plan Orsec, Thiès réclame son plan organisation des secours. Plusieurs quartiers sont toujours sous les eaux. Kerikao, Kausarafal et Ngent, les populations les populations s'organisent pour faire évacuer l'eau. L'arrêt des chantiers de Thiès, pour certains, est en grande partie la cause de ces inondations. Le canal d'évacuation des eaux pluviales est bouché. Reportage Cheikh Anta Diop. De l'eau en abondance dans plusieurs quartiers de Thiès, la situation n'a toujours pas évolué. La vie n'a pas repris son cours normal. Des jeunes et femmes se mobilisent pour faire évacuer l'eau. Nous les avons trouvés au niveau du poste de santé de Ngent. Tel un bataillon organisé, chacun exerce une tâche. Moussa Konaté est membre du comité de développement sanitaire du poste de santé de Ngent. La pluie a beaucoup tombé, mais nous avons subi au niveau du poste de santé, parce que toutes les salles étaient pleines. Le poste de santé Ngent qui polarise 4 quartiers. Il y a Tchona, il y a Diapong, il y a Ngent, il y a Escale. C'est un grand poste de santé. L'eau est rentrée dans toutes les salles. On a été obligé de faire un nettoyage à grande échelle pour pouvoir sortir l'eau. Bon, c'est un poste qui doit être délocalisé. On l'a maintes fois dit, mais jusqu'à présent, l'État ne réagit pas. Pour certains, Thiès a un problème d'assainissement. Mais malheureusement, il y avait des problèmes entre Idriss Seck et Maître Abdoulaye Wade. C'est ce qui a provoqué l'arrêt des chantiers de Thiès. Vous avez vu ce canal, il est défectueux. Ce canal évacue les eaux de Kausara, Kermam Elhadj jusqu'à Petit Thiali. Le plan Orsec, pour d'autres, est une nécessité.
Le plan Orsec est nécessaire, c'est utile à un certain endroit. La pluie du week-end, je peux dire, a causé quelques dégâts à certains endroits. À Thiès, plusieurs quartiers sont toujours sous les eaux. Il a fallu une opération combinée entre sapeurs-pompiers et un renfort des jeunes pour maîtriser la situation en attendant le déclenchement du plan Orsec. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le plan Orsec dont on attend de savoir le montant de son financement, le budget est attendu pour cet après-midi selon le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye dont je vous disais tout à l'heure donc qu'il effectuait une visite dans le cadre de ce plan Orsec à l'instant même. Il se trouvait tout à l'heure à la cité Bellevue. Je vous propose de l'entendre au micro de Salimata Aou. Cette fois-ci, peut-être, c'est toutes les régions qui ont été touchées. Ce n'est pas que Dakar. Nous avons reçu les rapports des gouverneurs des 14 régions et nous sommes en train de compiler, éviter également des redondances. Et c'est pourquoi je pense que dans la journée, nous aurons fini. Je pensais hier qu'on allait finir, mais on n'a pas pu le faire. Les services continuent à travailler pour finaliser, pour savoir exactement les montants des besoins. Mais en attendant, il y a quand même des efforts que nous avons commencé à déployer sur le terrain. Notamment le pompage de certains points critiques. C'est ce qui justifie notre déplacement ici à la Sénélec. Vous savez, le problème quand l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Donc, quand la Sénélec a des problèmes, c'est pas les conséquences, c'est sur les populations, parce qu'ils seront obligés d'arrêter la fourniture d'électricité. Donc, c'est pourquoi depuis hier, on a été alertés, mais également depuis hier, les sapeurs sont là. Je pense que le niveau d'eau qu'on avait hier est de très loin supérieur à ce qui est constaté aujourd'hui. Mais bon, nous allons continuer les activités, peut-être augmenter même le nombre de pompes pour sortir carrément. En tout cas, c'est cet endroit de l'eau. Ça leur permet d'avancer. Ils sont contigus également à la cité Bellevue. Tout ça, c'est un principe de vase communicant. Nous avons la zone de captage, la cité Bellevue et ensuite la Sénélec. Donc, on va faire des efforts sur tous les 3 points et peut-être les sortir de l'eau progressivement. En attendant de connaître le budget total de ce plan Orsec, on sait déjà que le budget du plan pour la région de Dakar est estimé à 3,5 milliards de francs CFA. C'est une révélation du directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il annonce par ailleurs que les travaux de réhabilitation du collecteur Anfan pourraient démarrer en janvier prochain pour un coût de 80 milliards de francs CFA. Lansana Gagny Sakho était l'invité de RFM Matin. Il est au micro de El Hadj Ndiougoudienne. Le budget global du plan Orsec n'est pas encore officiellement dévoilé, mais un coin du voile est levé sur l'enveloppe prévue pour la région de Dakar par le directeur général de l'ONAS, Lansana Gagny Sakho. Ce budget tourne autour de 3,5 milliards de francs CFA. Il prend en charge l'ensemble des besoins additionnels des différentes parties prenantes, comme l'ONAS, comme le groupement des sapeurs-pompiers, comme la gestion, comme la direction de la gestion prévisionnelle de lutte contre les inondations, comme le service d'hygiène. On a autour de 3,5 milliards. Mais ça concerne uniquement Dakar. Les besoins sur les autres régions du pays ne sont pas encore évalués. Le patron de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui joue un rôle important dans la lutte contre les inondations, explique la désolation notée dans le pays après les pluies du week-end par une situation exceptionnelle. Toutefois, il assure que d'énormes efforts ont été faits à travers diverses actions de prévention, comme les opérations pré-hivernales. Au-delà des inondations, le collecteur de Anfan inquiète et préoccupe après les affaissements récurrents, dont le dernier en date a eu lieu à Ouagounia la semaine dernière. La réhabilitation sera bientôt lancée selon Lansana Gagny Sakho. Nous travaillons sur la problématique du collecteur Anfan depuis très longtemps. Et quand il y a eu l'affaissement aux HLM, je pense que vous devez être au courant, nous avons mis l'accélérateur. Et on souhaiterait, je parle bien conditionnel, démarrer les travaux dans le courant du mois de janvier. Nous avons beaucoup avancé dans la réhabilitation, dans le montage du financement. On doit tourner autour de 80 milliards de francs CFA. Les fonds vont être disponibles assez rapidement, mais ça ne peut pas être des fonds de l'État du Sénégal parce que c'est une urgence. Nous sommes en train de travailler sur un montage financier qui devrait permettre d'avoir les fonds à disposition. Mais en attendant, les riverains du collecteur Anfan, vieux de 70 ans, croisent les doigts et demandent des solutions urgentes avant que l'irréparable ne se produise. RFM, la radio de toute l'actualité.
Allons maintenant à Kaolack où le gouverneur de la région Alioune Badara Mbengue était hier tard dans la soirée sur les lieux où un garçon de 21 ans est décédé, noyé samedi dernier dans la vallée de Tawamboudaï, commune de Ndiafat. Alioune Badara Mbengue fait appel à l'AGEROUTE et au ministère des Transports pour la reconstruction de cet ouvrage qui supporte mal les eaux en furie. Il a été littéralement englouti par les pluies diluviennes. Propos recueillis par Ibrahim Djamé. Ici au niveau du village, nous avons remarqué ce radier certainement qui est à l'origine de cet accident et nous allons signaler cela vraiment donc aux différentes entreprises, en tout cas à l'entreprise qui a eu à construire cette route-là. Et en rapport avec l'AGEROUTE, en rapport avec tous les techniciens, nous allons y installer des garde-fous peints en rouge et blanc pour permettre, en cas de situation pareille, donc à l'automobiliste ou bien au charretier de ne pas être emporté comme ça a été le cas hier par la furie des eaux. On nous a signalé ici au niveau du village aussi des concessions inondées. Là aussi l'eau suit son cours normal. J'ai donné des instructions tout à l'heure au commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers pour que dès demain matin on puisse installer ici des motopompes avec tout le dispositif nécessaire pour aider à faire sortir les eaux au niveau des concessions. En attendant, vraiment donc de réfléchir aussi, comme l'a proposé Madame la maire tout à l'heure, de proposer donc des solutions pour que ça soit vraiment un vieux souvenir. Après Kaolack, Fatick, Nioro Alassane Tall dans le département de Foundiougne, les producteurs craignent de ne plus pouvoir faire de bonnes récoltes cette année. Plus de 100 hectares de champs d'arachides et de mil sont inondés dans cette commune de la région de Fatick. Donc, les agriculteurs de la zone crient au secours. Mamoun Risso est donc l'un de ces producteurs. Il est au micro de Aminata Goudjabi. Ici, dans notre localité, depuis le début de l'hivernage, jusque-là, on pensait à la récolte et à la bonne récolte. Et en ce moment, l'ensemble de nos champs se trouve dans l'eau. Tous nos champs, car nous lançons un appel à l'endroit de l'ensemble des personnes de bonne volonté qui pourront nous aider. Et donc, nous vous demandons en tout cas de venir nous secourir parce que nous sommes dans des situations très délicates. En tout cas, le paysan n'a que ses terres, il n'a que ses champs, il n'a que ses récoltes. Je peux dire que tous nos terres sont endommagées. Un peu partout dans la commune, il y a des terres qui sont endommagées. Je peux citer comme Nioro village et je peux citer Kermalik Fadi, je peux citer un village comme Karmamalamine, je peux citer encore une fois un village comme Pakala et Pakala Sanchi. Je peux citer Darou, je peux citer Ngayen Thiebou, tant de villages où leurs terres sont endommagées. Donc l'eau a endommagé, je peux dire, plus de 100 hectares ici dans notre localité, qui est la commune de Nioro Alassane Tall. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Y'en a marre est passé à l'acte. Le mouvement a déposé ce matin sa plainte contre le commissaire de police de Dieuppeul suite aux violences exercées sur ses membres lors de l'intervention de mardi dernier devant le siège d'Orange. Voici Ali Sané au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. Le mouvement Y'en a marre, comme annoncé, a déposé ce matin auprès du président de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Dakar une plainte contre Madame la commissaire Aïssatouka de Dieuppeul et tous ces éléments de police qui étaient impliqués dans les affaires du mardi 1er septembre dernier devant le siège de Orange au niveau de la VDN. Et nous avons fait une ampliation au parquet général, à monsieur le procureur général et à toutes les organisations de défense des droits humains qui sont établies au Sénégal. Et, il faut dire que en fait, il s'agit d'une question de principe, il s'agit d'un combat de principe pour que plus jamais aucun citoyen sénégalais ne soit arrêté, malmené, brutalisé par la police alors qu'il n'a commis aucune infraction, qu'aucun citoyen sénégalais ne se retrouve derrière les grilles pour 24 heures, 48 heures, voire plus, sans être entendu en fait, parce qu'il n'y a aucune charge qui est retenue contre lui ou on ne le poursuit pour aucune infraction, mais qui se retrouve juste arrêté et en garde à vue pour le bien vouloir de la police ou les autorités politiques du pays. Dans le secteur de l'éducation, la coordination des étudiants de Saint-Louis continue de rejeter le plan de reprise graduelle des cours et exige des négociations pour sauver l'année universitaire. Ils appellent les autorités universitaires à être réceptives à leurs préoccupations, à signaler que les étudiants semblent être dans de meilleures dispositions. Mohamed Nabissela.
La coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son rejet du plan de reprise graduelle des cours, mais décide d'ouvrir des négociations avec des propositions en bandoulière. Il demande toutefois aux autorités universitaires d'être réceptifs à leurs doléances. Oumar Chérif Diallo est le président de séance de la coordination. Au-delà de cette dichotomie, c'est la volonté expresse et l'envie pressante de la coordination des étudiants de Saint-Louis de voir sa communauté retrouver le plus tôt possible le chemin des amphis. Mais comme on a l'habitude de dire, quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. La coordination des étudiants de Saint-Louis, en tant qu'éternel défenseur des intérêts matériels et moraux de l'étudiant sanarois, se devait donc de résister et de s'opposer à ce plan de reprise graduelle incommode qui a été proposé par l'administration. Nous appelons à la concertation pour trouver le plus tôt possible une issue de sortie de cette crise. En attendant ces négociations, les étudiants affichent une bonne disposition pour une reprise prochaine des cours à l'université. Car il y a eu beaucoup de pertes de temps durant cette année scolaire qui peine à être achevée. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Allons maintenant à Kolda où Djibril Sadio, candidat au baccalauréat 2020 et récemment décédé à Kounkané, est déclaré admis à l'issue des épreuves du premier tour. Il a décroché son sésame avec une mention passable alors qu'il n'avait pas fini de traiter toutes les épreuves de son examen. Abdoulaye Diallo. Feu Djibril Sadio, candidat au baccalauréat 2020 est décédé en pleine épreuve à Kounkané, est déclaré admis d'office à cet examen. Baïmbou est le proviseur du lycée de Kounkané où Djibril Sadio était élève. Il a tenu son bac au premier tour, sans pour autant avoir suivi l'épreuve, la dernière épreuve qui était le SVT. Donc à l'issue du premier groupe, il a été déclaré admis. Je crois qu'il est à 270 points. Parce qu'après délibération, il lui manquait 6 points et la machine l'a proposé au repêchage et les 6 points lui ont été attribués. Ce qui fait qu'il a normalement juste la moyenne, 270. Djibi, comme l'appelait affectueusement ses proches, était un élève courtois, modeste et respectueux selon son proviseur. J'ai été un élève extraordinaire. Un élève vraiment très simple, très courtois, très modeste. Il était respectueux de tout le monde, à commencer par l'administration, ses camarades, les professeurs. Bref, c'est un élève qui a laissé une très belle image au lycée. Et déjà, nous comptions beaucoup sur lui pour le bac et il l'a absolument bien confirmé. Rappelez que Djibi est décédé le vendredi dernier pendant qu'il traitait son épreuve d'examen de LV2. Il devait revenir dans l'après-midi pour passer la dernière épreuve qui portait sur les sciences de la vie et de la terre. Malheureusement, Djibi est parti pour ne plus revenir. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. 12h17, parlons maintenant du Covid-19 au Sénégal. 27 cas seulement enregistrés ces dernières 24 heures sur 1052 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,5%. On a noté un cas de décès et puis toujours à propos des chiffres, le Sénégal a passé le cap des 13 000 cas de Covid guéris. Parlons maintenant de la dexaméthasone, ce médicament de la famille des corticoïdes qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour la prévention des formes sévères de Covid-19. Ses effets sont pour le moment jugés positifs. Le Sénégal a d'ailleurs initié une étude scientifique sur l'efficacité du traitement sur la base donc de corticoïdes sans pour autant révéler le nom de la molécule en question. Awambay. Depuis longtemps, la dexaméthasone est prescrite dans le traitement de l'asthme parce qu'elle facilite la respiration et la polyarthrite rhumatoïde pour soulager les douleurs articulaires. Ce corticoïde, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'essai clinique national britannique Recovery a montré que la dexaméthasone apportait un bénéfice aux patients gravement atteints et elle réduit d'environ d'un tiers la mortalité des patients placés sous respirateur. Ces médicaments accessible se révèle incontournable parce qu'elle a plusieurs propriétés jugées efficaces. Par exemple, il est un anticoagulant, donc indiqué chez les patients atteints d'une forme grave du coronavirus qui développent des caillots de sang mortels d'après le constat de beaucoup de spécialistes. Et il est un antiviral, donc agit sur le virus. On peut donc considérer la dexaméthasone comme un médicament anti-Covid et son utilisation dépend du tableau clinique du patient. Au Sénégal, les services des maladies infectieuses et l'Institut Pasteur de Dakar ont initié une étude sur un traitement à base de corticoïdes.
Et puis, Magal de Touba, pour clore cette page nationale, un comité d'experts est mis sur pied pour produire des recommandations d'ordre sanitaire. Donc, pour un bon déroulement de cet événement religieux, il est composé, ce comité, de spécialistes en santé comme le professeur Lamine Gueye, secrétaire général de l'ANAC-SUP, le professeur Massamba Diouf, expert en santé publique, le professeur Lamine Diaye, sociologue, et le docteur Alioune Mbaye, médecin en santé publique, et le docteur Khadim Gom, cardiologue à Bordeaux. C'est officiel, le Magal sera célébré. À Touba, nombreux sont ceux qui s'attendaient à cette décision. Aujourd'hui, l'heure est aux préparatifs. Les populations comptent suivre le Ndigal et respecter les mesures barrières. Reportage Mariama Diop. Les populations de Touba ont poussé un ouf de soulagement à l'annonce de la tenue du Grand Magal de Touba. Aujourd'hui, beaucoup sont aux anges. C'est une très bonne nouvelle que nous attendions vraiment. Le Ndigal du Khalif nous fait vraiment plaisir. Rien n'a changé dans les préparatifs. Par rapport au respect des mesures barrières, les talibés vont suivre à la lettre les directives du Khalif selon Nongening trouvé à Ndamato. Faire son magal en respectant les gestes barrières, se laver les mains régulièrement et mettre son masque. Également respecter la distanciation sociale. Pour Baïmbaï, les masques feront même partie des accessoires obligatoires. Du masque au chameau, c'est désormais ce qu'il faudra proposer à ses invités en guise de bernde. La cérémonie officielle et certaines manifestations annulées, cela n'aura pas un grand impact sur la tenue du Magal de la vie de beaucoup de personnes. Mariama Diop, Touba, RFM. L'actualité internationale. À 12h21, rebonjour Georges. Rebonjour Souleymane Niang. Le 57e sommet de la CEDEAO au Niger, la situation au Mali au cœur des discussions. La rencontre est consacrée à la situation politique et sécuritaire de la sous-région, particulièrement la crise au Mali après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO a suspendu le Mali de toutes ses instances depuis le coup d'État du 18 août. L'embargo sur les flux financiers pourrait être allégé ce week-end. Le président Alassane Ouattara a eu un entretien téléphonique avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Selon RFI, la transition a été notamment évoquée par les deux hommes et l'entretien se serait bien passé. La tenue des concertations nationales dont le premier round vient de se terminer est considérée comme un geste de bonne volonté de la junte. La CEDEAO veut une transition de pas plus de 12 mois, un président et un premier ministre de transition civile. Présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo se lance dans la course. Le leader de l'UFDG ne va pas boycotter le scrutin. L'opposant a annoncé hier son intention de se présenter à la présidentielle du 18 octobre prochain. Il s'est exprimé peu avant le début du congrès de son parti qu'il a désigné comme son candidat. Cellou Dalein Diallo est le 8e candidat déclaré. La date limite des dépôts de candidature auprès de la Cour constitutionnelle est fixée à demain minuit et Cellou Dalein Diallo ne veut pas être forclos. Nous l'avons joint tout à l'heure. Il était en route pour le dépôt de son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Là, je suis sur la route de la Cour constitutionnelle pour déposer mon dossier de candidature. Bon, le parti a décidé qu'on prenne part à cette élection. Il est vrai que les conditions d'un scrutin juste et équitable ne sont pas encore réunies, mais une fois à l'intérieur, on va se battre pour améliorer ces conditions-là. Parce que c'est une opportunité pour l'opposition guinéenne. Alpha Condé n'a jamais été autant décrié qu'aujourd'hui. Il est rejeté dans toute la Guinée, surtout dans ses propres fiefs, dans ses fiefs traditionnels. Donc c'est une opportunité pour aller dans les urnes rechercher cette alternance concertée dans les rues depuis longtemps. On ne renoncera pas au combat dans les rues, à travers les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Mais on va aussi mener ce combat dans les urnes pour montrer que M. Alpha Condé n'a plus aucune crédibilité et que les Guinéens veulent vraiment l'alternance. Mais déjà, la conséquence de votre candidature est que l'opposition est divisée. Non, écoutez, l'opposition est divisée comme c'est le cas souvent à l'occasion des grandes échéances électorales en Afrique.
Mais il y a une bonne partie qui prendra part à cette élection. Il y a une autre qui a décidé de boycotter. Mais nous sommes dans un environnement électoral bien connu. C'est le scrutin. Nous avons un scrutin à 2 tours. Si l'opposition décide de s'unir pour l'alternance naturellement, elle soutiendra le candidat qui arrivera en tête à l'issue du premier tour. C'est comme ça que ça s'est passé au Sénégal en 2012, en Côte d'Ivoire en 2010. Partout, il faut que l'opposition se mette d'accord à l'avance, de s'aligner derrière le candidat de l'opposition qui va arriver au deuxième tour et que tous les partis qui ont la capacité et la volonté de se présenter au premier tour le fassent. C'est Dalen Diallo, leader de l'UFDG, candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain en Guinée. Au Burkina Faso, la présidentielle est prévue le 22 novembre. Kadri Désiré Ouedraogo est candidat. L'ancien premier ministre de Blaise Compaoré a été investi par son parti devant plusieurs milliers de militants à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Il sera opposé au président sortant Roch Marc Christian Kaboré et au chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. Aux États-Unis, les livres au vitriol sur Donald Trump se multiplient. Et ce, à 2 mois de l'élection présidentielle. L'ancien avocat du président Michael Cohen sort demain un livre intitulé Disloyal Mémoire. Selon RFI, Michael Cohen y qualifie le président américain de menteur, de tricheur et d'escroc, mais également de fraudeur, de raciste et d'intimidateur. Ouvrage publié après les livres de la nièce du président et de son ancien conseiller John Bolton. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Tout à l'heure, donc, point de vue, actualité oblige, nous reparlerons des inondations qui ont frappé de nombreuses zones sur l'ensemble du territoire national. Nous ferons le bilan du programme de gestion des inondations et les perspectives avec le docteur Oumar Sissé, qui est ingénieur en la matière et directeur de l'IAGU. Et M. Mamadou Alpha Sidibé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Pour le journal des sports, rebonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. Une fois n'est pas coutume, nous commençons avec la NBA. Taco Fall écrit son histoire en play-off. Le joueur sénégalais de l'équipe de Boston qui marche sur les pas de Desagana Diop en demi-finale de conférence Est. L'équipe du Sénégalais tient tête aux champions en titre. Plus de détails sur son parcours avec Soletiam. Boston Celtic de Taco Fall est actuellement à égalité en demi-finale de conférence. Le Sénégalais est sans nul doute en train de suivre les pas de Desagana Diop, estime Matar Ndiaye, directeur de l'opération ACID et président de CIBAC. Taco est le deuxième Sénégalais à atteindre ce niveau, je pense. Maintenant, ses atouts sont un peu similaires avec ceux de Sagana parce qu'ils jouent au même poste, sauf que Taco a une aptitude physique extraordinaire, il est extrêmement grand. Taco n'est pas un joueur qui triche, il est en général le premier à l'entraînement. C'est quelqu'un qui ne prend même pas de pression en réalité quand on l'observe jouer de loin, il s'amuse. Malgré ses atouts physiques, Taco Fall a aussi la chance d'être dans une grande équipe. Nous dit Ndongo Ndiaye, conseiller du président et ancien international de basket. Nous suivons particulièrement Taco Fall qui suit le chemin tracé par Desagana Diop. Taco, le chouchou de Boston, est dans une grande équipe très ambitieuse et qui n'hésite pas à le mettre dans le feu de l'action pour des missions spécifiques. Certes, il ne joue pas les grands rôles dans cette équipe, mais être à ce stade de la compétition en NBA est bénéfique pour le reste de sa carrière, estime le journaliste de la RTS, El-Haj Tierno-Dramé. C'est sa première saison de NBA et tout. Et généralement, si vous regardez, il ne joue que des bouts de match. Mais quand même, je pense que c'est une expérience pour lui. Mais je pense que, oui, par rapport à Desagana Diop, oui, c'est vrai. Mais il y a encore du chemin. Et je pense que le plus important, c'est peut-être de faire plus ou mieux que Desagana Diop, mais dans l'immédiat, ce qu'il faut lui souhaiter, c'est qu'il se sorte de cette demi-finale face à Toronto, qui est quand même le champion en titre et qui est revenu après avoir été mené 2-0. Le match 5 entre Celtic de Taco Fall et les Toronto Raptors aura lieu la nuit du lundi à mardi.
Ligue des champions africaine, Teungueth FC reçoit un appui important du député de Rufisque. Il s'agit du député Seydou Diouf qui a octroyé une enveloppe de 5 millions de francs CFA à l'équipe de Teungueth FC qui a été désignée pour représenter le football sénégalais lors des tours préliminaires de la Ligue des champions cette nouvelle saison. Un geste que les dirigeants du TFC apprécient. Au stade de Ngalandou Diouf où ils ont reçu le chèque, ils ont également demandé aux autorités de s'atteler à la réfection des vestiaires du stade pour une meilleure qualité de jeu et de réception des équipes africaines. Nous avons donc à ce propos demandé à notre correspondant Abdou Junior de recueillir les propos de l'un des responsables du football rufisquois, Mamadou Traoré, que nous écoutons. Aujourd'hui, en tant qu'habitant de la commune de Diamniadio, j'ai vécu quelque chose que je n'ai pas vu depuis ma naissance. Aujourd'hui, les inondations au niveau de la commune de Diamniadio ont fait beaucoup de dégâts, surtout au niveau des maisons. L'eau a aspergé toutes les chambres, salons, ne laissant rien à rate. Les habitants étaient obligés d'aller chercher de l'aide vers l'extérieur pour pouvoir retirer l'eau qui était dans Un petit souci dans cet élément, Suleiman, nous allons finir avec la Ligue des Nations. L'Italie croise les Pays-Bas ce soir. C'est l'affiche de cet après-midi, les Pays-Bas avec Memphis Depay face à l'équipe italienne. Une très belle rencontre en perspective. D'autres matchs prévus ce soir. La Bosnie qui va jouer contre la Pologne. Israël va donc affronter l'équipe de la Slovaquie au moment où l'Irlande du Nord croisera l'équipe de la Norvège. Suleiman. Merci Malal Diagne Junior, il est 12h31. RFM, la radio autrement. À présent, Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 avec Binta Diallo. Près de 30 millions de cas de coronavirus dans le monde et près de 900 000 morts. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie selon The Coronavirus EPP. L'OMS appelle à prendre le contrôle face à la maladie. Aux États-Unis, explosion de cas quasi quotidiennement. Le pays de Donald Trump espère distribuer un vaccin d'ici au 1er novembre prochain, 2 jours avant la présidentielle américaine. Le bilan s'alourdit en Inde qui devient le second pays le plus touché en nombre de cas derrière les États-Unis. Bilan toujours en hausse au Brésil avec près de 5 millions de cas de contamination. Le pays de Bolsonaro qui est officiellement entré en récession économique. La France dépasse les 300 000 cas confirmés. L'Italie enregistre plus de 1000 cas en seulement 24 heures. En 24 heures également en Angleterre, près de 3000 nouvelles contaminations. L'Espagne, où un quart des hospitalisations enregistrées dans le pays viennent de la région de Madrid. Parmi les autres pays les plus touchés, le Pérou est celui qui déplore la plus forte mortalité. Arrive derrière la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Chili. La région Amérique latine et Caraïbes, près de 300 000 morts. L'Afrique enregistre globalement plus de 30 000 morts et l'Océanie, plus de 800 décès. L'Afrique du Sud, toujours berceau de la pandémie, augmentation des cas en Égypte, en Algérie. La tendance est cependant à la baisse. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 7 septembre 2020, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Les pluies, les inondations et les morts. Ce matin, les journaux n'en ont que pour les fortes précipitations de ce week-end et leur lot de conséquences. Les images sont éloquentes et le prouvent à suffisance. Plus de morts sur le pays, se désole l'Observateur. Des morts, des blessés, des sans-abri, renchérit les Échos. Plus de désolation dans le pays, s'exclame le quotidien LAS. Pour Vox Populi, le Sénégal se noie. En effet, relèvent les Échos, des villes, des quartiers, des maisons sont sous les eaux. Des routes et des ponts coupés. Bref, pour Sud Quotidien, le Sénégal patauge. Le Sénégal compte ses morts. 6 morts déjà dénombrés selon Sud Quotidien. Chiffre que confirme l'Observateur. Le journal fait état de 6 vies perdues dans les eaux, dont 2 à Sédhiou, 1 à Grand Yoff, 1 à Kaolack, 1 à Guinaouraï et 1 à Rufisque. Et pendant ce temps, pendant que le pays est sous les eaux, le chef de l'État se rend au Niger pour le sommet de la CEDEAO. Oui, Macky Sall s'envole au sommet, relève Sud et Vox Populi. Un voyage que Source A qualifie de débandade du capitaine. Source A qui se pose la question
question de savoir si le sommet de la CEDEAO est plus important que la vie de pauvres Sénégalais. En tous les cas, avant qu'il ne parte, le plan Orsec a été déclenché, soulignent des journaux comme Le Quotidien, Vox Populi. Enquête indique que son budget sera connu aujourd'hui. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a déclaré que des solutions conjoncturelles et structurelles sont envisagées. Le journal Le Quotidien évoque une réaction tardive des autorités alors que les chaînes de télé et les radios faisaient leur live pour partager les souffrances des sinistrés. Sucré salé s'en offusque. Selon le biétiste, il a fallu d'un message du chef de l'État sur Twitter et Facebook pour que les membres du gouvernement quittent leur duet salon pour aller offrir le réconfort aux populations. Alors, cette récurrence des inondations vue par enquête, le journal parle de mal incurable et se pose la question de savoir où sont passés les 750 milliards du programme décennal de lutte contre les inondations. Un PDLI qui a montré ses limites selon Le Quotidien. Dans l'Observateur, l'ancien député Abdou Sané, par ailleurs géographe environnementaliste, informe que sur les 10 points du plan décennal, 7 ne sont pas exécutés. Et dire que l'on n'est pas encore au bout du tunnel. L'Observateur alerte en se fondant sur les prévisions saisonnières agro-hydroclimatiques 2020 du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Prévision inquiétante. Selon mon confrère, le SILS prédit une saison des pluies 2020 avec des quantités de précipitations supérieures à la moyenne dans la bande sahélienne, des écoulements dans les bassins fluviaux supérieurs ou équivalent à la moyenne des séquences sèches en début et vers la fin de saison importante et une date de fin de saison tardive émise en avril par le Forum Préface. Selon leur dernier bulletin, il est probable que les précipitations attendues soient concentrées en milieu de saison. Le Magal de Touba à présent, il aura bel et bien lieu. C'est ce qu'affirme Tribune. Le journal se fonde sur un digle du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a confirmé son organisation. C'est ce que rapportent aussi les Échos. Selon le journal, le Khalife général des Mourides confirme la tenue du Magal. Les Échos fait aussi savoir que son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, a souligné que le Khalife général des Mourides va sacrifier à la tradition. Mon confrère précise que tout de même des conditions strictes seront imposées afin d'éviter une contamination de masse. Cette enquête dans l'Observateur, une enquête sur Ismaïla Madior Fall, sa nouvelle vie, ses dossiers sensibles au palais, sa politique à Rufisque. Selon mon confrère, l'ancien ministre, surnommé le tailleur de la Constitution, se terre aujourd'hui dans un petit bureau au palais de la République, loin de l'agitation du 3e mandat et de la crise qui sévit dans la justice. À la page 3 de l'Observateur, Ismaïla Madior Fall dans l'enfer du silence. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue. Actualité oblige. Nous nous intéressons aujourd'hui à la gestion des inondations que nous avons enregistrées sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans les grandes villes, à commencer par Dakar, mais plusieurs autres villes ont également été touchées. Kaolack, Thiès, Mbour, Kaffrine, etc. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec monsieur Mamadou Alpha Sidibé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Bonjour, monsieur Sidibé. Bonjour, monsieur Nyon. Alors, nous prévoyons d'être avec le docteur Omar Cissé également, qui est en ligne, me dit-on, ingénieur en génie civil et directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, IAGU. Docteur Cissé, bonjour. Bonjour, Suleiman. Alors, commençons avec M. Mamadou Alpha Sidibé. Je me fonde sur l'intitulé de votre poste. Je le rappelle, directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Pour vous poser la première question, qu'est-ce qui a été fait en termes de prévention pour éviter la situation que nous avons connue ces derniers jours dans les grandes villes du Sénégal en termes d'inondations, puisque la prévention, justement, c'est le premier front de lutte contre ces inondations. Merci, M. Nyon. Je voudrais peut-être, avant de répondre directement à votre question, rappeler un peu le contexte global parce que je sais que ça permettra un peu de comprendre ma réponse. Alors, le contexte global, c'est que c'est un phénomène, en fait, le phénomène que nous vivons est un phénomène sous-régional parce qu'on a constaté que ce week-end-là, en fait, il y a eu beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont eu à connaître ces types d'inondations-là. Au Sénégal, il faut dire qu'effectivement,
ce type d'inondation que nous avons noté pendant ce week-end-là, je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il y a peu de chances que ce type de pluie soit enregistré par la météo nationale, par exemple sur Dakar, sur une période d'observation de 47 ans. En vérité, en moyenne, si vous regardez, ou en tout cas sur la répartition géographique un peu de la pluie dans la région de Dakar, il y a plusieurs zones où nous avons eu 177 mm. 177 mm en 24 heures, ça signifie qu'on a dépassé, on a eu au moins 40 mm de plus par rapport à une pluie centennale. La pluie centennale, c'est 138 mm. Donc, je m'exerçais ce matin avec mes collaborateurs pour faire la courbe d'intensité, durée et fréquence. Et on s'est rendu compte qu'en vérité, la période de retour par rapport aux pluies qu'on a notées dépasse largement les 150 ans. Donc, vous comprendrez aisément qu'on n'est plus dans le cadre de la gestion d'un aléa courant. Il s'agit d'un aléa de type exceptionnel à rare. Et dans des cas comme ça, vous conviendrez avec moi que, comme ça se présente dans tous les pays du monde, où on a des situations aussi exceptionnelles ou aussi extrêmes, qu'on ait des inondations. Très bien. Là-dessus, je voudrais entendre le docteur Omar Cissé pour lui demander, est-ce que en matière de gestion urbaine, de gestion plus globalement des affaires publiques, il y a des situations extrêmes qu'il est impossible de prévoir dans les modèles, comme c'est le cas actuellement, visiblement, si on en juge par ce que dit monsieur le directeur, c'est-à-dire des phénomènes vraiment d'une telle intensité, d'une telle rareté, qu'il est extrêmement difficile de les anticiper. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Merci Souleymane. Je vais aller vite un peu sur cette question. Vous savez, au-delà, c'est vrai que quand on dimensionne, on considère une crue, par exemple, décennale. J'aimerais bien qu'il nous indique, en fin de compte, dans les dimensionnements qui ont été faits, quelles sont les crues qui sont considérées. Maintenant, la pluviométrie maximale observée, c'est la journée de samedi. Souvent j'entends 125 mm, souvent j'entends 130 minutes, souvent j'entends 140 mm. J'aimerais seulement dire que le 26 août 2012, on a eu 161 mm. Et ce qui était encore extraordinaire, c'est que les 150 semblaient être produits durant 2 heures de temps. Les pluies extrêmes, oui, et nous en aurons beaucoup davantage. Parce que quand on parle de changement climatique, qu'est-ce qu'ils vont amener? Des événements extrêmes. Soit pas de pluie, soit trop de pluie. Mais au-delà de ça, des pluies qui dépassent 100 mm, on les aura sur les journées. Par exemple, on en a eu en 2012. C'est ça qui a justifié tout ce qu'on est toutes les stratégies qui ont été mises en place. On en aura encore davantage. Ils vont se multiplier davantage. Mais quels que soient les scénarios, donc les événements extrêmes vont avoir lieu. Mais sur la nature, sur la pluviométrie qui a été enregistrée, j'aimerais bien beaucoup de confirmations, peut-être les alternatives. À un moment donné, je voyais des petits éléments sur 125, 130, 140. Mais en tout cas, le 26, je prends une référence il y a 8 ans, le 26 août, ça paraissait être autour de 161 mm sur la région de Dakar, avec 150 mm. D'après vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que le problème, en fin de compte, c'est la pluie ou la préparation? Non, mais vous savez, il faut comprendre que, même si tu as 170 mm, est-ce que tout le territoire s'est comporté de la même sorte? Non, non, pas du tout. Est-ce que tout le territoire s'est comporté de la même sorte? Pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pluie sera moins dommageable dans les zones où il y avait un ensemble de dispositifs qui permettent l'anticipation que dans les zones où ça n'existe pas. Je vais me faire comprendre un peu plus précisément. Je pense que l'orientation qui a été développée autour de 2012 en disant qu'on va faire un tel programme, mais surtout, je vais prendre les 3 composantes qui étaient développées, ce qui me paraissait très intéressant, même s'il y a une composante qui n'existait pas et qui me paraît extrêmement importante, la question des zones humides. Ici, quand je prends l'exemple de la région de Dakar, depuis 50 ans, on ne fait que combler des zones humides.
On comble des marabouts, des marigots, des étangs, tout le monde l'a vu. Nous qui sommes de cette région, on a vu tout ce qui est donc, s'il y avait quelque chose à compléter suffisamment sur ce plan, c'est cette composante sur les zones humides. Mais je dis, je prends uniquement les 3 composantes qu'il y avait. Parce que la stratégie, moi, quand ils ont fait le plan de drainage sur Piquet-Négué, oui, c'était bon. Parce que là, on identifie les zones. Au moins, on dit, on va faire une approche bassin versant. C'est pourquoi il y a eu un excellent travail qui a été fait par le projet autour de ça. On va faire une approche bassin versant. Tous ceux qui sont situés sur les zones inondables et sur les voiles d'eau, on va les enlever. C'est ça qui justifie donc le volet, l'immense volet. Parce que quand on parle du plan national, mais on oublie que selon ce que j'en lisais, au moins 63% étaient consacrés presque à la restructuration au relogement. Pourquoi cette disposition, ça me paraît très pertinent, c'est parce que si on identifie toutes ces zones, qui sont des zones basses, qui sont souvent occupées, si ces voies d'eau qui sont souvent occupées, on est obligé de faire 2 choses. De les reloger, de les déplacer d'abord et ensuite de libérer ces zones, de les requalifier, de les aménager et de les reloger, c'est sûr. Maintenant, même si ça c'est fait, il y aura toujours, parce que tous ces ouvrages primaires qui sont faits, c'est intéressant, mais il restera tout le temps des endroits qui, par leur défaut d'aménagement, seront encore des zones qui piègent les autres. C'est pourquoi le volet restructuration me paraît extrêmement important. C'est cette composante, moi, que j'interpelle le plus. Et qui demande le plus de moyens, en plus. Ah oui, qui demande le plus de moyens, parce que l'opération restructuration, elle est très lente, elle est très complexe. C'est là où on piétine beaucoup. Souvent, quand on parle d'inondation, on parle beaucoup de... C'est vrai qu'il y a le volet gestion des eaux pluviales à travers les ouvrages. Au niveau du projet, beaucoup a été fait. Moi, si je voulais résumer, j'allais dire que quand ils lançaient cette initiative, deux initiatives antérieures étaient déjà là, étaient déjà succédées, comme le projet qui a fait d'énormes réalisations sur certains bassins versants pour les ouvrages. Comme aussi la restructuration qui a été faite sur Pikine et Rédulé. Donc on avait capitalisé sur la restructuration. Mais on a aussi capitalisé sur le relogement. On a fait Djahaï, on a fait Taoufiri Yakar. Donc je vous dis, tout ce dispositif est cohérent. Si on y ajoute celui qui me tient beaucoup à cœur sur la question des zones humides. Donc tout ce dispositif est cohérent. Ce qu'il faut interroger, c'est ce qui a été fait par rapport à ça. Mais justement, on va entendre monsieur le directeur de la prévention et de la gestion des inondations sur les points intéressants que vous soulevez. Monsieur Mamadou Alpha Sidibé, tout le monde s'accorde à dire que beaucoup a été fait. Tout le monde le reconnaît, y compris les plus gros détracteurs même du régime. Mais est-ce qu'on est allé suffisamment loin par rapport à la libération des zones basses, des zones humides, et surtout le point que soulève le docteur Omar Cissé, la question de la restructuration, c'est-à-dire vraiment remembrer un peu, restructurer, le mot parle pour lui-même, l'espace public en vue de dégager les voies d'évacuation des eaux, creuser des canaux d'évacuation, etc. Est-ce que dans la gestion, tout ce qui devait être fait a été fait en temps utile? Oui, je me réjouis d'ailleurs que le bloc Cissé ait fait un rappel un peu pour montrer que dans le cadre un peu du plan décennal, en fait, l'État a eu à mener des projets intégrés. Alors, je parle de projets intégrés parce que je veux dire qu'on a essayé de concilier en fait la problématique de la restructuration du logement avec celle de la réalisation des ouvrages de délégage. Je comprends parfaitement aussi que le risque le plus redouté par nos villes, effectivement, c'est un peu comment faire pour avoir une ville résiliente aux inondations. Parce que c'est vrai que nos villes ont eu en fait des problèmes souvent d'organisation. C'est ce qui d'ailleurs explique un peu que le plan décennal ait pris en compte cette question de la restructuration. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, si vous regardez un peu les différents volets du plan décennal, vous vous rendrez compte que effectivement que la part belle a été faite un peu sur l'occupation et l'organisation des espaces, mais également aussi sur la réparation, c'est-à-dire donc sur des remembrements ou alors restructuration dans les autres. Là où vous avez des bassins, aujourd'hui si vous prenez le cas de Dakar, là où vous avez des bassins, c'était des anciennes zones humides qui ont été restaurées, réhabilitées. Pour vous dire un peu.
Parce qu'en fait, n'oublions pas que ces zones-là ont été occupées par en fait, des populations, mais à une période où on n'avait quasiment pas de pluie. Tout à fait. De pluie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les projets qui sont intervenus dans ces zones-là, dont notamment celui du projet dont il parle. Le projet, je le rappelle, c'est le projet de gestion des pluies, des eaux de pluie. Voilà. Ce que je voulais dire, ce projet-là, qui a été financé par la Banque mondiale et qui a été réalisé par l'ADF, a été possible justement parce que d'abord au préalable, les services de l'État ont mis en place une cartographie fine et précise des zones d'inondation dans la région de Dakar. Le seul modèle numérique de terrain qui a été développé et qui a une précision de 30 cm, qui a permis justement de faire cette approche bassin-versant dont le doyen vient un peu de nous parler, ça a été fait à partir de modèles numériques de terrain qui a été produit par les services de l'État et qui maîtrise donc les zones humides, etc. Très dans bien. tous les bassins qui ont été réalisés dans ce sens-là, vous verrez qu'en fait, c'est des zones anciennes hautes humides qui ont été réhabilitées. Très bien. Très bien. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la préparer et à vous la présenter. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop, à la digitalisation Yassine Pouy, rédaction en chef assurée par Elhaj Ndiogoudjen. À 13h, retrouvez Pape Ngagne pour le journal en Wolof. Tout de suite à la présidence, je vous souhaite une excellente suite des programmes. Un très bon après-midi. Bonne semaine, au revoir. Presidente de la República, presidente de la República,